Quand on tient un iPhone ultra fin aujourd'hui, c'est vraiment impossible d'imaginer Apple sortir de gros boîtiers en plastique super laids, non? Ah ouais, c'est clair, on a complètement oublié cette époque. Bah justement, imaginons un peu un entrepôt au Japon en 1996, rempli du sol au plafond de claviers gris invendus, genre des trucs qu'on appelait les Applejack. Ouais, les fameux claviers fantômes, c'est fou. Bon, dénouons tout ça. Aujourd'hui, notre décryptage s'appuie sur un super article de Block News sur l'un des plus grands naufrages de la tech, l'Apple Pippin. C'est pensé comme une analyse audio hyper dynamique, parfaitement calibrée pour une écoute fluide sur Spotify. Et la mission, c'est de comprendre comment Apple a pu se planter à ce point avec une console à 599 $. Surtout face à Sony et Nintendo qui écrasaient absolument tout le monde à cette époque-là, quoi. Exactement, je veux dire, la PlayStation, c'était quoi, 299 $? Ouais, la moitié du prix de la pipine. Et la Nintendo 64 était à 199 $. Apple débarque avec une machine hors de prix et un catalogue misérable avec à peine 18 jeux au lancement. Le contraste est juste vertigineux. Attends, il y a un truc qui m'échappe là. L'article mentionne qu'en 1993, Apple frôlait carrément la faillite. C'est ça. Ils étaient vraiment au bord du gouffre. Du coup, comment ils ont pu convaincre Bandai, le géant du jouet, de prendre tous les risques financiers pour fabriquer ce truc? Quelle était la logique de Bandai là-dedans? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la stratégie de la Mac Clone Initiative. À l'époque, Apple paniquait en voyant Microsoft conquérir le monde, juste en vendant des licences Windows à d'autres fabricants. Ah, ils ont voulu copier le modèle en fait. C'est exactement. Ils ont dit à Bandai, écoutez, on vous fournit l'architecture de notre système, mais vous payez tout le reste. La fabrication, la distribution, le marketing, tout. C'est complètement foutre. En fait, c'est comme prêter la recette de ton restaurant à quelqu'un, l'obliger à acheter les murs, les ingrédients, payer la pub locale, et toi tu restes assis à encaisser 20 $ de royalties sur chaque plat. C'est la meilleure analogie possible, ouais. Et Bandai a accepté parce qu'il voulait désespérément s'imposer sur le marché du multimédia. Pour eux, le logo Apple, même affaibli, ça restait un passeport hyper prestigieux. Sauf que le réveil a dû être super brutal, hein. Oh que oui, Bandai a englouti 93 millions de dollars juste en marketing pour finir avec une perte colossale de 27 milliards de yens. Pendant qu'Apple détournait le regard, j'imagine. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est le positionnement même du produit. Ah oui, la fameuse crise d'identité. Ce partenariat asymétrique a créé un truc absurde. Apple a carrément interdit à Bandai d'utiliser le mot ordinateur dans les pubs par terreur de cannibaliser leur propre vente de Mac. Donc Bandai s'est retrouvé forcé de vendre la Pippin comme une console de jeu. Et si on relie ça à la situation d'industrie en 1996, c'est un non-sens absolu. Bah oui, parce que l'argument de vente de la Pippin, c'était son modem intégré de 14,4 kilobits par seconde, non? Voilà. Et ce modem servait surtout à lire des CD-ROM éducatifs ou naviguer sur les tout débuts d'Internet. Pas vraiment pour le jeu pur. Donc pendant que la PlayStation faisait rêver tout le monde avec de l'action 3D explosive comme Tomb Raider, eux, ils essayaient de vendre des maths pixelisées à 600 balles. C'est ça, c'est tragique. C'est littéralement l'équivalent d'amener une calculatrice à une fusillade, quoi. Pas étonnant qu'il n'ait vendu que 42 000 petites unités dans le monde entier. Et voilà comment Bandai s'est retrouvé avec ses fameux entrepôts remplis de claviers en vendus. Mais face à un tel naufrage, il n'y avait plus qu'une seule issue. Le retour du roi, en 1997. Exactement. Steve Jobs revient aux commandes. Il examine ce projet Frankenstein et il l'élimine sur le champ, sans la moindre cérémonie. Un nettoyage de printemps radical. Carrément. Mais ça soulève une question importante sur leur philosophie. Cet échec a prouvé à Jobs qu'on ne peut pas sous-traiter son identité. Il a compris qu'Apple devait avoir un contrôle total du matériel au logiciel pour garantir l'expérience. Ah, ce qui change complètement la façon dont on perçoit toute cette histoire aujourd'hui. L'échec de la Pippin, c'était peut-être un mal nécessaire. On peut le voir comme ça, ouais. Sans ce désastre et cette prise de conscience de Jobs, l'écosystème fermé et super maîtrisé de l'iPhone aurait-il vu le jour 10 ans plus tard? C'est toute la leçon, qui est hyper intemporelle d'ailleurs. Que tu sois en train de créer une grosse tech ou un petit projet, déléguer ta vision à quelqu'un d'autre en espérant qu'il comprenne le marché à ta place, ça mêle toujours dans le mur. Savoir ce qu'on vend, c'est la base. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, if? Ironiquement, cette machine méprisée, ce flop monumental, ça s'arrache jusqu'à 1500 $ chez les collectionneurs aujourd'hui. La nostalgie n'a pas de prix. Grave. Et sachant qu'Apple a de nouvelles recrues qui bossent en secret sur un casque de réalité virtuelle orienté gaming, il y a une question qui se pose.
Si ce projet voit le jour, est-ce que la vieille pipine ratée ne deviendra pas soudainement le saint Graal ultime de l'histoire de la tech? Une petite réflexion à garder en tête pour ceux qui nous écoutent en attendant la prochaine révolution.